Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire qui s'intitule Toutes les clés pour bien aménager un open space. Alors, cette présentation elle a pour objectif de vous donner une vision générale un petit peu des bonnes pratiques concernant les open space. Alors, bien sûr, il faudra probablement compléter ces informations-là par rapport à la législation qui est en vigueur, évidemment. On vous donnera d'ailleurs quelques éléments de législation qui pourront vous être utiles. Et bien sûr, il faudra compléter par rapport à vos contraintes spécifiques métiers, puisqu'on ne peut pas évidemment avoir toutes les spécificités de toutes les entreprises, et aussi, bien évidemment, par rapport à vos besoins propres à votre organisation. Donc ça qu'il faudra prendre en compte. Et puis, sachez aussi qu'il y a plein de documentation qui existent en complément, notamment avec l'INRS, qui est notre base de référence. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de compléter cette information par l'INRS ou d'autres structures. Nous serons deux aujourd'hui à vous présenter ce webinaire. Donc, moi, je suis Mathieu Bouchard et je suis ergonome. Ma collègue Valérie Ducouré, qui prendra la parole juste après, elle est ingénieure HSE, hygiène, sécurité, environnement. Vos micros sont fermés, c'est volontaire. Par contre, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. Donc là, on est deux pour ça. Donc, vous pouvez vraiment prendre le temps. Faites-le. Si vous avez des questions, on y sera présent pour y répondre. Donc, le chat est vraiment fait pour ça. Toujours en introduction, sachez que ce webinaire, il est enregistré. Donc, il sera mis sur YouTube et il sera disponible. Vous recevrez le lien qui vous sera transmis par notre responsable communication. Et le PowerPoint également qui est présenté vous sera remis. Donc, vous pourrez vraiment avoir toutes les informations après coup, en tout cas après cette présentation. Le webinaire, lui, va durer 1 heure à peu près. On va voir, c'est notre première pour nous, donc on va aussi ajuster en fonction du timing que l'on va avoir avec vous aujourd'hui. Cette présentation s'inspire effectivement d'un livre blanc qu'on a conçu il n'y a pas très longtemps, qui est désormais aujourd'hui accessible sur notre site internet. Alors, le livre blanc, je l'ai imprimé en page A4, mais il peut être imprimé en livret. C'est celui-ci. Alors, ça va être à l'envers. J'imagine que ça peut être très lisible. Il est téléchargeable sur le site internet et vous aurez également plein d'informations sur ce livre blanc. Voilà, vous pouvez aussi l'imprimer comme ça. Donc. Alors, en sommaire, sachez qu'on va parler principalement de 4 thématiques. Tout d'abord, on va faire un petit préambule sur les open space. On vous présentera également une démarche lorsque vous voulez mettre en place un open space ou lorsque vous voulez le modifier, on vous donnera un petit peu une démarche que nous, on vous conseille pour que ce soit le plus participatif possible. Et on vous donnera des bonnes pratiques. Et on verra qu'il y a des grands champs, des grandes thématiques importantes à ne pas oublier. On va parler notamment du bruit. On va parler des équipements de travail, etc. Donc, il y a des bonnes pratiques que l'on vous donnera qui j'espère, vous seront utiles. Et on aura un petit point en plus pour aller un petit peu plus loin où on abordera d'autres petits points supplémentaires. Alors, tout d'abord, et pour commencer, on va se présenter, mais alors rapidement, parce que ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais je n'ai pas de son sur la vidéo. Alors, je suis ennuyé, Adélaïde, parce que normalement, alors il faudrait, je vais te laisser répondre, Valérie, il faut plutôt privilégier Google Chrome. Donc, je te laisse éventuellement lui écrire. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes donc Horizon Santé Travail. Donc, c'est un service de prévention et de santé au travail. Et souvent, en fait, alors effectivement, on est issu d'une fusion depuis 2014. Donc, l'idée, c'est de vous proposer un maximum de prestations qui sont un petit peu alors résumées au travers de ces métiers. Effectivement, vous connaissez généralement votre médecin du travail et son pôle un peu médical, c'est-à-dire on a l'infirmier et l'assistant médical. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une équipe pluridisciplinaire autour de vous. Il y a des préventeurs, comme des ergonomes, ce que je suis, ou comme des ingénieurs hygiène, sécurité, environnement, comme Valérie. Nous avons aussi des psychologues du travail et des psychologues, des assistantes sociales, un service PDP, et donc c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, toute une équipe autour de vous, disponible, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les prestations que l'on peut vous proposer seront comprises dans vos cotisations. Il n'y aura pas d'ajout financier, c'est-à-dire que vous payez effectivement une visite médicale,
mais vous allez payer aussi tout ce qu'il y a autour et toutes les prestations. Alors, quelles sont-elles? Ce sont des exemples ici, ce n'est pas forcément exhaustif, mais on peut intervenir sur des thématiques diverses comme la métrologie, donc de bruit, de température, etc. On peut faire de l'ergonomie, de poste de travail, d'organisation du travail également. On peut parler de problématiques comme les troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux, ou bien encore les risques chimiques. En complément de ça, on fait beaucoup de sensibilisation sur tout ce qui est hygiène de vie, sur les risques routiers. Bref, on a vraiment un panel d'informations, un panel de prestations qui sont disponibles. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est que dès que vous avez des questions santé, sécurité, eh bien, il faut prendre contact avec votre médecin du travail qui, lui, pourra vous réorienter vers, bah, les personnes compétentes. Ça, c'est un peu un complément, mais effectivement, donc encore une fois, il y a des prestations qu'on vous propose, donc des diagnostics, de la sensibilisation. On peut vous aider aussi au document unique d'évaluation des risques. On ne peut pas le faire pour vous, le document unique, mais on peut vous accompagner sur une démarche, sur une méthodologie, sur des conseils généraux. Les webinaires que vous connaissez, mais aussi on fait des ateliers d'information autres, notamment chez vous, etc., etc. Bref, vraiment beaucoup de choses. On essaye vraiment d'être le plus proche de vos besoins. Et d'ailleurs, si vous avez une question et que ça ne rentre pas forcément dans notre champ direct, il faut malgré tout nous poser la question parce que peut-être qu'on peut adapter des supports pour vous faire des prestations sur mesure. Enfin, je terminerai sur ce point-là, sur Horizon Santé Travail. Nous avons un site internet. Je vous invite à le consulter. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de flyers disponibles. Là, si on est sur les open space, c'est que nous sommes sur du travail sur écran. Donc, on a des flyers de travail sur écran. On a vraiment des informations riches sur ce site internet. Pareil, n'hésitez pas à vous connecter sur nos réseaux sociaux, que sont LinkedIn, Twitter, notre chaîne YouTube également, puisque nous avons des petites vidéos qui sont diffusées sur YouTube. Des fascicules, un journal, etc. Donc à présent, je vais vous dire quelques mots sur les open space. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un open space? C'est un espace collectif de travail sans cloison de séparation qui est le plus souvent affecté à une activité de bureau. Donc selon le baromètre Actino de 2019, il y a environ un tiers des salariés qui travailleraient dans des bureaux individuels, environ un tiers seraient dans des bureaux partagés à 2 personnes et environ un tiers donc seraient dans des open space, dont 12% dans des open space de plus de 10 personnes. Alors, les open space représentent, ils ont des aspects attractifs, mais ils peuvent également représenter des inconvénients. Donc nous allons d'abord voir les effets attractifs. Donc c'est le côté optimisation de l'espace, un côté aussi de la excusez-moi, j'ai un petit problème d'affichage, voilà. Aussi une attraction au niveau de la flexibilité des espaces de travail. Ça privilégie également le travail collaboratif, parce qu'on se dit que les personnes sont tous dans la même pièce et donc peuvent échanger plus facilement. Ça permet également de passer d'une hiérarchie verticale à une hiérarchie horizontale, d'impliquer davantage les collaborateurs et donc tout ça, on se dit que ça permet d'avoir une meilleure productivité. Mais il faut prendre en compte qu'un open space va également générer par exemple, des nuisances sonores parce qu'on va entendre les personnes parler, donc c'est compliqué de se concentrer quand on entend les appels, les conversations. Il va également y avoir des besoins individuels différents, que ce soit au niveau, par exemple, de la température, au niveau de justement de la concentration. Il peut également y avoir un excès d'interaction sociale. Le fait d'être côte à côte, ça peut engendrer plus de conversations facilement. Également, un manque de confidentialité et un sentiment de surveillance parce que dès qu'on va passer un appel, tout le monde va l'entendre et dès qu'on va prendre sa pause, voilà, tout le monde peut voir ce qu'on fait pendant la pause, donc il peut y avoir un sentiment de surveillance et de jamais avoir de pause pour soi. Donc les impacts potentiels sur la santé, donc ça peut être la fatigue, qui est un effet bien connu,
qui peut être suivi par de l'irritabilité, de l'anxiété, du stress, voire un mal-être plus général. Il peut y avoir également, une perte de déconcentration qui est liée aux conversations intelligibles, car le bruit en open space peut conduire à de la fatigue, et voire du stress, donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Au niveau de la surcharge cognitive, donc c'est un excès de sollicitation, d'interaction ou de nuisance qui vont engendrer cette surcharge cognitive. Ensuite, la contraction musculaire en continu peut favoriser des troubles musculo-squelettiques. Et enfin, côté sommeil, des troubles sont éventuellement à prévoir. Donc il peut aussi y avoir des impacts sur le collectif, donc une démotivation, par exemple, des violences verbales ou physiques, parce qu'on va s'énerver justement d'entendre du bruit constamment. On peut être facilement plus irritable et donc se mettre à agresser ses collègues. Une dégradation du coup du travail collectif et des problèmes relationnels. Donc ça va vraiment avoir un impact sur le relationnel. Et enfin, d'un point de vue de l'entreprise, donc les impacts individuels et collectifs vont entraîner qu'il va y avoir de l'absentéisme et du turnover, ce qui va engendrer une perte de productivité, une insatisfaction client et une dégradation également du climat social. Donc quand on parle d'open space, il faut vraiment prendre en compte tous ces impacts, potentiels. Alors, comment est-ce qu'on peut allier santé, bien-être au travail et performance, à votre avis? N'hésitez pas à nous laisser des petits mots-clés. D'après vous, comment on pourrait avec des mots-clés, des mots, voilà, des mots forts, est-ce que vous avez une idée de comment allier santé, bien-être au travail et performance dans un open space? Est-ce que vous pourriez nous donner vos astuces, votre organisation par exemple? N'hésitez Pour pas, c'est juste le moment de mettre des mots. Sinon, nous, on continuera, mais si vous voulez mettre un mot, c'est le moment. Voilà, pour essayer d'éviter tous les impacts que j'ai dit précédemment, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien sûr, après, on reprendra tous ces points dans notre présentation. Oui, les règles de vue en open space, oui, on va en parler, c'est très important. Effectivement, c'est presque le dernier point. C'est-à-dire qu'il faut travailler en amont sur tout le reste, et après, on pourra travailler sur les règles de vie. Mais effectivement, c'est un point important. Je te propose d'avancer. D'accord. Donc on va d'abord voir, la démarche étape par étape. Donc, et ensuite on abordera plus les solutions techniques et organisationnelles. Donc d'abord, pour entamer une démarche de prévention, ce qu'il faut faire, c'est d'abord créer un groupe de travail et c'est ces personnes-là qui vont pouvoir, à partir de l'état des lieux de l'existant, choisir des orientations et ensuite mettre en place des actions. Faire également, avant de les mettre entièrement en place, ces actions, faire des phases de test pour voir si ça convient avec, quelques volontaires et ensuite vraiment mettre ces actions en place, puis mesurer l'efficacité de ces actions par rapport à l'ensemble, des collaborateurs. Donc, pour créer le groupe de travail, dedans, il est important d'intégrer des personnes de la direction, des personnes aussi des services généraux, parce que c'est eux qui vont avoir le côté, au niveau des moyens techniques. La direction, ça sera plutôt pour les décisions et le côté financier. Il faut également intégrer l'encadrement de proximité qui connaîtra les besoins sur le terrain, donc par rapport au poste de travail, telles personnes ont besoin de concentration, telles personnes ont besoin de vraiment d'échanger. Donc ça permettra de vraiment faire des choses adaptées. Également 2 à 3 salariés volontaires qui, pareil, comme l'encadrement de proximité, pourront, dire, ce qui se passe un peu sur le terrain, ce dont ils ont besoin et les difficultés qu'actuellement ils peuvent faire face si l'open space existe déjà. Également des membres du CSE ou CHSCT et enfin des membres de la médecine du travail, donc soit le médecin du travail, soit un membre de son équipe pluridisciplinaire.
Attention, pour que le groupe soit efficace, on conseille de ne pas dépasser 8 personnes, sinon après c'est plus compliqué à gérer. Mais après, le nombre de personnes dépend également de la taille de l'open space. Donc c'est à voir. Ensuite, dans le groupe de travail, il est important de définir le rôle de chacun, que chacun sache précisément ce qui est attendu de lui et les missions qui vont lui être accordées. Ça évite qu'il y ait un doublon, que 2 personnes fassent la même mission et que du coup, il y a une mission qui ne soit pas faite. Donc c'est important de définir les rôles, les missions de chacun, d'écrire les objectifs du projet afin d'avoir des actions qui soient cohérentes. Il faut d'abord dire pourquoi on a ce projet-là. Ensuite, définir les moyens nécessaires qui peuvent être accordés. Ça peut être financier, matériel, humain, du temps. Par exemple, de dire, voilà, pour faire avancer, sur ce groupe de travail, nous allons accorder, on va avancer de toutes les semaines, le groupe va se réunir 2 heures toutes les semaines pour avancer sur ce projet, par exemple. Ça peut être, un moyen d'action, c'est se dire ça peut être, voilà, du temps, ça peut être des moyens, c'est divers et variés. Proposer donc un planning de réalisation avec, des dates butoirs. Donc se dire, dans 1 mois, il faut qu'on ait fait l'état des lieux, 2 mois après, il faut qu'on ait fait des devis par rapport, à du matériel qu'on aimerait commander, par exemple. Et enfin, décrire le contexte et la finalité de l'action. Si par exemple, suite à l'état des lieux, vous désirez plus vous orienter sur, par exemple, une insonorisation, sur, une action vraiment liée à l'acoustique, il faut le définir, voilà, dans l à ce moment-là, au moment du groupe de travail, de se dire donc on va travailler plutôt sur l'acoustique, par exemple. Mais on va voir qu'il y a pas que le bruit qui peut générer des problèmes. Et surtout, oui, j'avais oublié de dire, c'est une démarche vraiment participative. Donc voilà, faut vraiment faire participer les personnes pour être sûr de trouver des solutions adaptées. Donc pour faire un état des lieux, ce qu'il faut faire, c'est observer l'activité réelle, parce que sur le papier, ça peut être par exemple juste répondre à un appel. Et quand on va dans l'open space et qu'on observe le poste, on peut voir que la personne est peut-être sollicitée aussi par ses collègues en permanence, qu'il y a peut-être d'autres choses qu'elle fait en plus de ce qui est noté. Donc, c'est vraiment observer l'activité réelle. Ça permet également de voir également s'il y a des nuisances sonores ou autres. L'état des lieux permet aussi de connaître les risques. Donc, ça peut être les risques liés, par exemple, justement au bruit. Ça peut être aussi lié à l'ergonomie. On va voir qu'il y a différents risques. On peut utiliser les documents à disposition. Par exemple, avec la médecine du travail, vous avez une fiche d'entreprise qui répertorie les risques. Donc ça peut servir déjà de moyen de base. Après, si vous avez le document unique, donc il peut aussi servir de référence pour savoir un peu sur, quoi on va partir. Ensuite, c'est important de réaliser des entretiens individuels et ou collectif afin de voilà, de savoir qu'est-ce qui gêne actuellement dans le poste de travail. Par exemple, les personnes qui passent un appel peuvent avoir dans le casque d'un coup des tonalités très fortes qui peuvent avoir des impacts sur le tympan et ça quand on est d'un point de vue extérieur, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais la personne, ça peut lui dégrader à force d'audition. Donc c'est bien vraiment de réaliser des entretiens, voilà, individuels et ou collectifs. Alors, je me permets juste comment dire, de vraiment mettre en avant le premier point que tu as abordé, c'est observer l'activité réelle. Effectivement, tu parlais de l'appel téléphonique. Et ce qui est intéressant, notamment dans l'appel téléphonique, et ça va déterminer votre outillage derrière, c'est comment elle se débrouille avec son appel téléphonique. Est-ce qu'elle a besoin de s'isoler ou est-ce que finalement elle a besoin d'être en contact avec ses collaboratrices et ses collaborateurs à côté? Et selon ce que vous allez observer, selon ce que vous allez obtenir comme information de la part de ces personnes-là, c'est que bah, s'il y a besoin d'une collaboration pendant les appels téléphoniques, ça peut arriver, hein, parce qu'il y a des dossiers qui sont croisés, qui sont suivis par plusieurs personnes. Bah, ah oui, tiens, la personne pourra lui dire, bah oui, en fait, j'ai géré, c'est comme ça. Euh, Et là, ça vous permettra de vous dire, bah tiens, dans cette situation-là, il faut mieux des casques monorales avec une seule oreillette. Ou par contre, dans d'autres situations, on voit bien que la personne a besoin d'être concentrée sur sa communication et pas forcément être perturbé par le bruit ambiant. Dans ces cas-là, il faudra des casques binauraux, donc avec 2 oreillettes. Donc ça, c'est vraiment important. L'activité réelle, c'est vraiment essentiel de bien la connaître. Et quand on parle de connaître les risques, on parle aussi, bien évidemment, du document unique d'évaluation des risques.
un document qui est obligatoire et un document que vous devez donc mettre à jour régulièrement. Donc ça, pareil, on peut vous accompagner si vous avez besoin d'un accompagnement, enfin, d'une aide par rapport au document unique d'évaluation des risques. Donc, par exemple, au niveau des risques, si on prend le bruit, si on prend l'exemple du bruit, donc il y a 95 des salariés qui se disent incommodés par le bruit et 55 qui se disent gênés, voire très gênés par le bruit. Donc ça, c'était un sondage réalisé par l'INRS. Donc pour savoir si, vos collaborateurs sont concernés justement par, la gêne du bruit en open space, il existe un questionnaire Gabo. Donc, le questionnaire Gabo, c'est un outil d'évaluation du du ressenti des salariés qui travaillent donc justement dans des bureaux ouverts. Donc le questionnaire Gabo, c'est-à-dire gêne acoustique dans les bureaux ouverts et il permet de recueillir le ressenti donc, des salariés par rapport au type de sources sonores qui sont gênantes, par rapport excusez-moi, au type de tâches perturbées, par rapport également à l'échelle de sensibilité au bruit, à la perception de leur santé, et cetera. Il est accompagné d'une grille Excel qui est destinée à faciliter l'analyse et la synthèse des réponses. Donc c'est un sondage qui est proposé sous 2 formats. Ça peut être un PDF simple ou un PDF cliquable. Et quelle que soit la forme utilisée, c'est important de savoir que l'anonymat des répondants est préservé. Donc, par exemple, dans le cas d'un formulaire informatisé, les salariés, peuvent imprimer eux-mêmes leurs résultats et voilà et dans ce cas-là, il est pr quand dans le cas d'un document imprimé, il est souhaitable de mettre en place une urne pour qu'ils puissent déposer leurs réponses de manière anonyme. Voilà. Donc c'est un outil pour faire un sondage qui peut être informatisé ou sur format papier. Et vous pouvez le trouver sur le site de l'INRS. Concernant donc, le choix des orientations, donc, le groupe de travail peut travailler par exemple sur ces 4 thématiques, donc le bruit, le mobilier, les ambiances lumineuses ou les ambiances thermiques et l'air. Donc au niveau du bruit, ça peut être, par rapport, ben, c'est ce qu'on a dit avant, par rapport à la nature des tâches, savoir si c'est un travail collaboratif, savoir s'il y a besoin de concentration, savoir si l'équipement nécessaire est déjà actuel ou qu'est-ce qu'on peut proposer. Voilà et par rapport aussi au choix des matériaux concernant, l'acoustique. Au niveau du mobilier, ça peut être par rapport, on va penser à tout ce qui est ergonomie, donc les bureaux, les sièges, mais également tout ce qui est équipement informatique, donc des logiciels aussi qui soient plus intuitifs et des espaces de rangement. Au niveau de l'ambiance lumineuse, donc ça peut concerner aussi bien la couleur que l'éclairage, la puissance de l'éclairage et le type d'éclairage et les lieux d'éclairage. Concernant, l'air et l'ambiance thermique, donc ça peut concerner la température, l'humidité, la vitesse de l'air, le renouvellement de l'air, voilà. Donc après donc cette phase, comme, je l'ai dit précédemment, on va mettre en place des tests avec, quelques volontaires et si c'est validé, on peut enfin généraliser, mettre en place ces actions et ensuite on peut mesurer l'efficacité de ces actions. Donc pour mesurer l'efficacité de ces actions, on va le faire par le retour d'expérience et la mesure du taux de satisfaction. Donc ça peut être sous forme d'un sondage également auprès des collaborateurs pour savoir s'ils sont satisfaits des modifications qui auront été apportées. Ça peut être également en regardant de manière individuelle ou sur le collectif ou sur l'entreprise, voir l'impact que ça a eu. Si on voit que, par exemple, il y a moins de tensions dans les groupes, que ça a apaisé et que ça favorise le dialogue, c'est que ça a fonctionné et on peut aussi en profiter pour identifier des axes d'amélioration. Il faut penser que l'amélioration est continue et même si ce que vous avez fait, c'est très bien, ça a permis de vraiment améliorer, heu, la santé et la sécurité au travail, faut toujours se dire qu'il y a peut-être des petites touches d'amélioration qui sont encore possibles.
Donc demander ce qu'il y a encore, voilà. Si un collaborateur dit: «Oui, ça c'est bien, par contre, ça, est peut-être mal positionné», voilà, faut pas hésiter à le noter pour faire des modifications ultérieures. Donc concernant les bonnes pratiques, maintenant on va voir plus les aspects organisationnels, techniques et humains. Donc pour les bonnes pratiques, il faut savoir que la surface minimale de travail par collaborateur, selon la norme AFNOR NFX 35-102, il faut prévoir 10 mètres carrés par personne, que le bureau soit individuel ou collectif. Et si l'activité est fondée sur des communications verbales, alors la surface minimale de travail doit être de 15 mètres carrés, donc doit être plus importante. On peut adapter, l'environnement de travail, par exemple via des salles de réunion pour, des personnes qui doivent se réunir pour parler d'un sujet en particulier. Plutôt qu'ils parlent en plein milieu de l'open space et que ça dérange les collègues alentours, ils peuvent par exemple s'isoler en salle de réunion. On peut aussi parler de phone box pour passer des appels. Donc c'est vraiment une salle qui est plus isolée que d'autres d'un point de vue acoustique et qui permet de passer des appels sans déranger le reste des collègues. Ou enfin la focus room, qui est une petite salle qui peut accueillir 2-3 collaborateurs, qui leur permet d'être vraiment, isolés du reste du groupe pour pouvoir se concentrer sur une tâche en particulier. Vous pouvez aussi, regrouper les activités selon leur niveau de bruit. Donc par exemple, les activités qui sont bruyantes parce que les personnes ont besoin de parler entre elles, ce qui peut être pas mal, c'est d'isoler ce groupe-là des autres groupes qui ont plus besoin de se concentrer. Et de la même manière, il faut penser à regrouper les équipements de travail qui sont partagés et qui peuvent émettre du bruit. Par exemple, tout ce qui est imprimante, photocopieur, et de les mettre, si possible, dans une pièce à part, ou autrement bien les isoler d'un point de vue bruit pour éviter que ça gêne ceux qui sont à côté. Alors concernant les ambiances sonores, il y a plusieurs traitements acoustiques des locaux, donc ça peut être de l'isolation ou une absorption, qui va permettre de réduire la réverbération du bruit. Donc, on peut le faire du sol au plafond. Donc, il faut penser à traiter en priorité le plafond. Par exemple, avec des dalles acoustiques, on voit qu'ils ont des petits trous pour piéger le bruit. Ça peut être au niveau du sol, par exemple avec du lino. Et si besoin, on peut aussi traiter les murs en mettant des panneaux acoustiques. Sinon, il y a des séparateurs de postes de travail qui sont possibles. Par exemple, des cloisonnettes, des écrans, des totems. Ça, c'est vraiment selon le besoin de l'activité et de préférence, il faut que ça dépasse la hauteur de la tête. Donc, il faut que ça soit à une certaine hauteur afin de bien couper le bruit. Ça peut aussi être, imaginons s'il y a déjà un mobilier qui est assez haut, qui peut servir également de séparateur pour, définir des espaces de travail. On peut mettre dessus un matériau acoustique qui va permettre en même temps de séparer l'espace de travail, être du rangement et également être un panneau acoustique. Voilà. Ce qui sera important dans votre choix du matériau, c'est de connaître le coefficient d'absorption de vos panneaux acoustiques, et cetera. C'est-à-dire qu'un panneau à plus vous serez proche de 1, plus le coefficient d'absorption sera performant. Donc ça veut dire que quand on est sur du plafond, il faut effectivement se rapprocher de ce ratio de 1 pour que ce soit le plus absorbant possible. Sinon, en fait, le bruit va monter, il va redescendre, et c'est vrai qu'après, ça va faire de la réverbération. Un point aussi qu'on n'a pas noté ici, mais si jamais vous avez des espaces séparés par des murs, l'idéal, c'est que les murs soient construits de dalle à dalle. C'est-à-dire que sinon, si vous mettez un faux plafond et que le faux plafond est raccordé à l'autre espace, finalement, le bruit va passer par le faux plafond. Donc, c'est vrai que c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, le coefficient de Sabine, c'est ça qui est important, c'est le coefficient d'absorption. C'est 1, ou le plus proche de 1 pour le plafond, et on dit 0,4 par exemple pour le sol. Donc, ça peut être un sol un peu en lino, enfin des sols un peu plus souples, qui vont permettre d'atténuer le bruit, notamment lié au déplacement. Donc, c'est la qualité de vos matériaux qui va permettre d'avoir une meilleure absorption possible du bruit.
Pour autant, l'essentiel avant, c'est peut-être de bien penser à l'espace nécessaire par rapport aux collaborateurs qui sont présents dans votre open space. Je te laisse poursuivre, excuse-moi. Désolée. Alors, merci beaucoup pour ces précisions, Mathieu. Donc, bien sûr, voilà, faut vraiment privilégier plutôt la réduction du bruit à la source. Donc c'est vraiment, voilà, au niveau d'un point de vue, matériel, que ce soit par rapport à, comme on voyait tout à l'heure, des salles, adaptées par rapport à ceux qui veulent converser ou téléphoner, ou après là on passe, avec, maintenant des panneaux de séparation des espaces, et en dernier recours, c'est, utiliser aussi des casques téléphoniques. Donc comme, Mathieu l'avait si bien expliqué tout à l'heure, ça peut être binauraux, donc sur les 2 oreilles, ou monauraux sur une oreille, selon les besoins d'activité. Si la personne a besoin pendant son appel de parler à des collaborateurs, donc il faut mieux sur une oreille, et il faut mieux que le collaborateur ne soit pas séparé par une cloison. C'est parce que si on cloisonne des personnes qui ont besoin de travailler ensemble, ça peut perturber leur activité, et pour les personnes qui ont plus besoin de se concentrer, donc ça sera sur les 2 oreilles. Aussi avoir un casque, donc qui permet la régulation du volume sonore, pour éviter d'avoir des gros bips dans les oreilles, par exemple, ou d'avoir un son trop fort qui peut ensuite abîmer le tympan. Avoir une protection contre ces chocs acoustiques, donc c'est les fameux bips dont je vous parle, que c'est un choc, c'est un son qui est vraiment brutal et qui peut endommager le tympan. Et avec la présence d'un micro anti-bruit, ça permettra que la personne se fasse mieux entendre de son interlocuteur, et ça lui évitera d'élever trop la voix pour se faire entendre. Et donc avec ou sans fil selon les besoins de mobilité. Si la personne a besoin de marcher, régulièrement, autant que ce soit sans fil, comme ça elle peut parler en même temps qu'elle se déplace. Alors Donc ça, concernant le mobilier, je vais te laisser la main, Mathieu. c'était la grande thématique, enfin, c'était une grande thématique que l'on a appelée ambiance sonore. La deuxième thématique, c'est un peu tout ce qui est lié au mobilier. Et c'est vrai que lorsque l'on fait une rénovation, lorsque l'on emménage dans de nouveaux locaux, ça peut être intéressant de s'interroger sur le mobilier que l'on va mettre à disposition des collaborateurs. Le schéma-là, il résume à peu près les bonnes pratiques que l'on aime retrouver dans les environnements de travail par rapport au travail tertiaire, au travail sur écran. Déjà, ce que vous pouvez voir, mais ce n'est pas une vérité absolue, mais ce que l'on aime bien, nous, c'est des bureaux rectangulaires. Là, il est rectangulaire, il y en a qui sont parfois arrondis. Alors, les gens aiment bien parfois les arrondis, ça permet de faire des marguerites, etc. Nous, on a tendance à préférer des bureaux rectangulaires. Si l'activité le permet, moi, je vous le conseille parce que ça va faciliter tout simplement l'aménagement et l'installation à son poste de travail. Quand vous avez des bureaux arrondis, souvent, ce que l'on voit, c'est que les accoudoirs, ils viennent gêner les collaborateurs pour s'installer. Donc, en fait, les accoudoirs ne sont même plus utilisés, ils sont abaissés pour qu'ils passent sous le plan de travail. Donc, c'est vrai que des bureaux rectangulaires, c'est ce que l'on préfère. Parfois, c'est peut-être mieux d'avoir des bureaux un peu arrondis, mais ça, c'est à voir en fonction de votre activité. Aussi, il ne faudrait pas partir sur un biais, et c'est ce que l'on a vu parfois, malheureusement, c'est bon, nous, on veut un joli open space. On veut que ce soit beau, on veut que ce soit épuré, on veut vraiment voir l'open space, etc. Et bah, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a parfois des petites erreurs qui apparaissent. C'est-à-dire qu'on va prendre des très beaux bureaux blancs laqués, mais bon, finalement, après réflexion et après utilisation, on s'aperçoit que bah, c'est réfléchissant. Donc, ça veut dire que ça va venir éblouir l'opérateur pendant son travail. Donc, ça va le gêner tout simplement. Et puis, on va se dire, bah, tiens, je vais choisir des bureaux, je vais choisir des sièges, par exemple, des sièges avec un dossier court. Là, moi, j'ai un dossier derrière moi et c'est un dossier haut, c'est-à-dire qu'il m'arrive au niveau des omoplates. Les dossiers courts, les gens, et c'est ce qui s'est passé dans un open space que j'ai vu il y a maintenant à peu près 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus maintenant, ils avaient pris des dossiers courts. Ils disaient, oui, comme ça, on voit tout ce qui se passe devant. Il n'y a pas, il y a aucun obstacle visuel. Et pour le public qui rentre chez nous, bah, ça fait sympa. Sauf qu'au niveau confort postural, au confort de l'assise, eh ben, les opérateurs ils ne s'y retrouvaient pas. Donc, attention entre design et ergonomie, parce que ça ne rime pas forcément toujours ensemble. Ça ne va pas toujours ensemble. Donc, vraiment, faites attention à ces idées. L'objectif, c'est quand même que vos collaborateurs soient le mieux installés possible à leur poste de travail. Ils vont y passer 7-8 heures par jour. Donc, faites en sorte qu'ils soient bien installés. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord penser à eux et à leurs besoins.
L'une des premières questions, et ce n'est pas noté effectivement ici, c'est de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin d'un ou deux écrans? Est-ce qu'ils ont ou de trois? Trois, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'ils ont besoin de documents papier? Est-ce qu'ils ont besoin de rangement sur le bureau ou sous le bureau avec des caissons de rangement ou d'armoires de rangement? De quoi ils ont besoin? Ça va être également essentiel pour définir la taille de vos espaces de travail. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 3 armoires par opérateur, bah, ça prendra certainement plus de place que si l'opérateur a besoin juste d'un caisson de rangement. Donc, c'est vraiment des points essentiels qu'il faut avoir en tête, c'est quels sont les besoins en mobilier, en armoire, en rangement, en équipement de travail informatique, etc. Donc ça, posez-vous cette question-là, c'est essentiel. Maintenant, si on revient sur le poste de travail, et donc si on revient sur ce schéma-là, on voit effectivement un écran. L'écran, il est très important de le choisir pour qu'il soit ajustable à vos collaborateurs. Déjà, quelle est la taille de l'écran? Ou quelle est la taille des écrans, si j'ai 2 écrans? Parce qu'il faut bien faire en sorte que toutes les informations soient dans le champ visuel de confort, ou en tout cas un maximum d'informations dans le champ visuel de confort. Un seul écran, je dirais maximum 26 pouces. Après, ça dépend de l'activité. Si vous faites du graphisme, si vous faites des plans précis, etc., il faut aviser. Mais déjà, 26 pouces, ça commence à être beaucoup. Nous, on a ici un 26 pouces, par exemple, mais c'est un seul écran. L'avantage du 26 pouces, peut-être, c'est qu'on peut peut-être facilement scinder son écran en deux et avoir des informations assez facilement récupérables sur 2 pages écran. Si vous avez 2 écrans, de 24 pouces, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que vous allez voir beaucoup tourner la tête. Donc, il faut penser aux équipements par rapport à l'écran, à leur taille et des conséquences potentielles que ça pourra avoir sur vos collaborateurs. Après, des choses basiques, il faut que l'écran soit mat pour éviter les reflets. Ça va être très important. Et surtout, il faut qu'il soit réglable en hauteur et en inclinaison. Parce que vos collaborateurs ne font pas tous la même taille. Ils auront parfois des verres progressifs, donc la hauteur de l'écran sera différente d'un collaborateur à un autre. Des écrans réglables en hauteur, c'est essentiel. Soit avec un pied qui s'ajuste tout simplement, soit avec un bras articulé. Et ça fonctionne dans les 2 cas très bien. Ensuite, ce qu'il faut, là, je vois à peu près comme ça vient. Je vois le téléphone. Le téléphone, il faut se poser la question de la fréquence d'utilisation. Parce que s'il est utilisé peu fréquemment, à la rigueur, ça ne me dérange pas de prendre le combiné et faire ma conversation téléphonique, surtout si elle est assez courte. Par contre, si j'ai des longues conversations téléphoniques ou si j'ai de nombreux appels téléphoniques, peut-être qu'il faudra un casque téléphonique avec ou sans fil selon les besoins des mouvements, etc. Ça, c'est également un point important à prendre en compte. Si je viens sur le clavier, lui aussi, a son importance. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est des claviers plats. Le plat, maintenant, c'est ce qui se fait assez régulièrement. Pourquoi pas compact? Parce que des claviers compacts vont être un peu moins larges que les claviers standards, entre guillemets, et ils vont permettre de rapprocher la souris et d'éviter les contraintes au niveau de l'épaule. Ça peut être une solution d'avoir ce type de clavier compact, avec ou sans pavé numérique. Si je viens aussi à la souris, eh bien, sachez qu'il existe des souris de tailles différentes. Des tailles S, des tailles M, peut-être des tailles XL aussi. Enfin, il y a différentes tailles pour différentes tailles de main. Et ça peut être intéressant de se dire, bah, tiens, je ne vais pas acheter qu'une seule souris, j'en ai acheté plusieurs de tailles différentes pour que ça s'adapte à mes différents collaborateurs. Et pourquoi pas des souris gauchers, pour dire, bah, tiens, si j'ai des gauchers, au moins, ils ont une souris adaptée à leur main gauche, puisque ça va être plus facile pour eux d'utiliser. Après, il y a la question des souris verticales. C'est intéressant. Ça peut être de la prévention. Donc, ça peut éventuellement être proposé aux collaborateurs. Juste un peu de vigilance, puisque une souris verticale ne conviendra pas forcément à tous les collaborateurs. Il y a différentes formes de souris verticales. Donc, l'idée, c'est plutôt de les tester et de voir un petit peu ce qui ressort comme préférence. La lampe d'appoint aussi. La lampe d'appoint, c'est important de l'avoir en tête, puisque elle peut être un complément de lumière. C'est-à-dire que ça ne doit pas compenser un défaut d'éclairage général, mais par exemple, si vous avez du papier, cette lampe d'appoint, elle peut être utile pour apporter un éclairage supplémentaire. Ça va accentuer les contrastes, ça va faciliter la lecture des documents à définir. Si vous avez beaucoup de documents, pensez éventuellement à un porte-document. Il va venir se placer entre le clavier et l'écran. Et là, ça permettra de mettre les informations papier dans le champ de vision de confort. Pour le clavier, pour le café, pardon, là, c'est vous qui voyez, ça peut être de l'eau, ça peut être du thé, mais ce n'est pas obligatoire, évidemment.
voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette slide. Ce qu'il faut surtout quand même avoir en tête, c'est attention à l'implantation du poste. On verra juste après par rapport à la prise de jour, mais ce qui est aussi important à prendre en compte, c'est comment sont placés mes écrans par rapport aux zones de circulation, par rapport aux zones de visibilité. Certains vont être mal à l'aise d'avoir leur écran dans une zone de passage parce qu'il y aura moins de confidentialité de l'information parce que cet écran-là sera visible. Donc, c'est vrai que ça peut mettre mal à l'aise les gens de savoir qu'on peut consulter, voir ce qu'ils regardent. Donc, vigilance par rapport à ce point-là. Ensuite, brièvement, le siège aussi se choisit, il se teste surtout, c'est-à-dire que acheter un siège comme ça sans l'avoir testé, alors que vous en avez acheté pour 40 collaborateurs, même 10 ou 200, bah, c'est toujours bien de le tester. Et des structures le proposent cela. Elles vous amènent des sièges en test, même peut-être plusieurs, différents, et au moins vous pouvez les tester. Ce qui est très important dans les réglages, nous, c'est la hauteur de l'assise, évidemment, la profondeur de l'assise par rapport à la taille des jambes de chacun, des accoudoirs qui sont réglables en 4 dimensions, en hauteur, en largeur, en écartement et en orientation. Ça veut dire qu'ils vont plus ou moins tourner sur eux-mêmes. Et ce que l'on veut aussi, c'est que le dossier soit réglable en hauteur, ou du moins le renfort lombaire. Des fois, c'est juste le renfort lombaire, parfois c'est tout le dossier qui monte, pour le renfort lombaire, et qu'il soit réglable en inclinaison. Les roulettes, ça a une importance. Il y a des roulettes sol dur, il y a des roulettes moquettes. Alors, les roulettes, nous, la moquette, on n'est pas un grand fan par rapport aux allergies potentielles, mais sachez qu'il y a des roulettes sol dur et des roulettes sol un peu plus souples. Donc, il faut avoir ça en tête. Et pourquoi on vous remet un repose-pied également en image? C'est que globalement, même si ce n'est pas une vérité absolue, dès que vos collaborateurs vont mesurer vers 1,65 m et en dessous, une fois qu'ils se seront bien réglés au niveau de leur poste de travail, leur pied ne touchera pas par terre. Et donc, c'est pour ça qu'eux, il leur faut un repose-pied. Dernier point sur le mobilier, c'est la hauteur de travail. Pourquoi pas travailler debout? Maintenant, sachez qu'il y a des bureaux réglables en hauteur qui ne coûtent pas forcément beaucoup plus cher si vous allez chez les bons fournisseurs, entre guillemets, parce que maintenant, les bureaux réglables en hauteur sont assez accessibles. Il y a des fournisseurs qui sont spécialisés là-dedans, donc ils font ça en masse et donc ça permet de leur diminuer leur coût. Donc, essayez de voir cela. Nous, on peut vous conseiller aussi si besoin, mais les bureaux réglables en hauteur sont vraiment intéressants parce que ça va limiter les contraintes liées à la sédentarité du poste. Donc, ça va limiter les contraintes de la position assise. Ça limite plutôt les troubles musculo-squelettiques, les problèmes de dos, les problèmes d'épaule, etc. Parce que ça permet de bouger. Ça peut aussi avoir un impact sur la concentration, être plus concentré, plus productif, avoir une meilleure performance cognitive, etc., etc. Ça peut même aller sur la satisfaction au travail. Donc, c'est vrai que des bons équipements, c'est toujours intéressant par rapport à vos collaborateurs puisqu'ils se sentiront bien installés et surtout intégrés dans l'équipe, en fait, intégrés dans la dynamique entreprise. Maintenant, si on fait un point sur les ambiances lumineuses, déjà, ce qu'il faut privilégier, c'est l'éclairage naturel. Il n'y a pas meilleur comme éclairage que celui de l'éclairage naturel. C'est celui qui va être le plus confortable visuellement. Bien évidemment, avoir le soleil en pleine figure, c'est pas très confortable. Donc, il faut par ailleurs, malgré qu'on ait des fenêtres, il faut des stores. Alors nous, on propose des stores à lamelles horizontales. On préfère ce type de store parce que ça permet vraiment de réguler avec l'inclinaison des lamelles l'apport de lumière en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on préfère, des stores à lamelles horizontales. Et puis, quand vous les inclinez un petit peu, ça peut aussi rayonner sur le plafond et ça permet aussi d'uniformiser un peu plus l'éclairage au niveau de votre poste de travail. Donc c'est vrai que l'éclairage naturel est bon, c'est le meilleur, mais il faut pouvoir le réguler. Et là, il n'y a que les stores qui vont vous permettre d'avoir le meilleur ajustement possible. L'éclairage artificiel, il est nécessaire, bien évidemment, puisqu'il va venir compenser un manque d'éclairage extérieur. Quand il fait nuit, quand il fait nuit, etc., on a besoin d'un peu plus de lumière. Là, il y a des règles, globalement. C'est ce qui est écrit à droite. C'est que on est généralement entre 300 et 500 lux. Notez cela. On est souvent sur des écrans à fond clair, c'est-à-dire qu'on est à un fond blanc. Donc, on est souvent entre 300 et 500 lux. Parfois, il y a du SAP, donc les gens vont travailler sur un fond noir. Et donc là, ça veut dire qu'il y aura moins de luminance, donc on va apporter moins de lumière, c'est-à-dire plutôt entre 200 et 300 lux au niveau du poste.
Mais notez ça, 300-500 lux, ça ne veut peut-être pas vous dire grand-chose, mais ça veut dire que il faut que l'éclairagiste qui installe vos équipements ait cette information-là de votre exigence. 300-500 lux, c'est vos attentes pour du travail sur écran. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des éclairages modulables, c'est-à-dire que selon les besoins de chacun, on pourrait éventuellement mettre un peu plus d'intensité ou un peu moins. Ou même, parfois, on peut jouer sur la température de couleur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un éclairage un peu plus jaune ou un peu plus blanc. Et anticiper ça, ça peut être intéressant. Si je continue sur l'éclairage, on peut aussi se dire, tiens, je vais mettre deux interrupteurs. Un interrupteur proche des fenêtres, enfin, un interrupteur qui va commander les luminaires proches des fenêtres et un autre interrupteur qui va plutôt gérer ceux qui sont un peu plus éloignés. Parce qu'on n'aura pas forcément besoin de la même lumière artificielle, que l'on soit proche d'une fenêtre ou plus éloigné. L'idée, c'est d'avoir ça en tête. Comment je peux essayer de moduler mon apport de lumière? Si vous avez des LED, ce qui se fait maintenant de plus en plus, il faut faire attention au type d'éclairage que vous allez utiliser. On recommande du GR0, du groupe 0. Ça veut dire que c'est un groupe qui est considéré aujourd'hui, en tout cas par rapport à la science, sans risque par rapport à la lumière bleue. Donc les GR0 sont ceux que l'on privilégie lorsque l'on va installer des éclairages de type LED. La lampe d'appoint, on en a parlé, si nécessaire. Et s'il y en a une, ce n'est pas n'importe laquelle, quoi. C'est quelque chose avec une grille de défilement ou un réflecteur asymétrique. Un réflecteur asymétrique, c'est-à-dire que la lumière est sur le côté, votre lampe d'appoint est sur le côté, mais elle va venir sur votre document papier qui va être positionné entre le clavier et l'écran. Ensuite, sur les couleurs. Alors évidemment, on va vouloir mettre du jaune, du rouge, du rose, je ne sais pas quoi, pourquoi pas, mais il y a quand même un code à respecter et il est indiqué ici. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à la lumière parce qu'elle va pouvoir réfléchir la lumière. Elle va pouvoir réfléchir sur votre environnement de travail. On va vous demander plutôt des plafonds très clairs, blancs. Parce que justement, là, ce que l'on veut, c'est que ça réfléchisse et que ça rayonne, entre guillemets, pour avoir un éclairage plutôt uniforme au niveau de votre poste de travail. On va être sur des couleurs plutôt claires, ensuite. Donc, alors, après, là, pour le coup, c'est à l'appréciation de chacun. L'INRS donne des informations par rapport à ça, si vous voulez plus de précision sur les types de couleurs. Et les sols vont être un peu plus contrastés, un peu plus sombres, parce que là, cette fois-ci, on ne veut pas que la lumière remonte au niveau des opérateurs. Donc ça, c'est vraiment des points à prendre en considération. Là, ça peut être vraiment intéressant. Attention aussi aux surfaces vitrées. Alors là, c'est un peu un aparté que j'ai qui m'apparaît maintenant là. Mais c'est vrai que avoir beaucoup de bureaux vitrés, parfois ça peut être un problème pour les personnes qui ont des déficiences visuelles parce qu'ils ne vont pas forcément voir ils vont pas forcément les voir ces espaces-là. Donc attention aux grandes surfaces vitrées. Ou alors parfois ce que font les structures, c'est qu'ils mettent des plaintes colorées. Comme ça permet à l'opérateur de voir plus facilement la zone de circulation. Et concernant les surfaces vitrées, j'en profite pour rebondir, pour faire attention parce qu'en général, elles réverbèrent le bruit. Là, on était sur la lumière, mais en plus, elles réverbèrent le bruit. Je te laisse finaliser. Oui. Alors, concernant l'air et l'ambiance thermique. Donc, l'aération est une obligation, donc d'après le code du travail, donc il y a une certaine aération qui doit se faire dans les locaux de travail, c'est réglementé. Par rapport, oui, l'entretien et le contrôle des dispositifs de chauffage, ventilation et climatisation, donc faire attention qu'ils ne soient pas obstrués. Ils doivent également être contrôlés et être nettoyés régulièrement. Voilà, pour qu'il y ait vraiment rien qui les obstrue, que ce soit que de la saleté ou que ce soit du mobilier. Il faut toujours que ça reste pas accessible, mais en tout cas, il faut que ça reste dégagé. Voilà. Au niveau de la séparation des équipements qui génèrent voilà, de la chaleur pour les postes de travail, donc j'en parlais tout à l'heure par rapport, par exemple, pour les équipements comme les imprimantes. En plus de faire du bruit, elles émettent de la chaleur, donc ce qui est bien, c'est de les isoler. Donc soit dans un local à part, soit à l'aide de panneaux, mais voilà, le mieux, c'est quand même carrément de les mettre dans un local à part, qui est bien ventilé,
qui permet donc d'éviter un apport de chaleur supplémentaire. Le confort thermique est également défini dans une norme, donc c'est la norme NFEN ISO 7730 et elle est exprimée comme une satisfaction d'un individu quant aux ambiances thermiques. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en jeu, comme par exemple l'humidité relative de l'air, la température, la vitesse de l'air, l'activité exercée par les salariés, la manière dont ils sont également habillés, etc. Le confort thermique optimal, bien qu'il soit subjectif, il est dépendant de plusieurs paramètres et c'est un facteur essentiel à prendre en compte afin de garantir de meilleures conditions de travail pour les salariés. Donc, par exemple, en matière de confort hygrométrique, donc qui est relative à l'humidité de l'air, l'INRS recommande pour une activité de bureau, donc au niveau de l'humidité qu'elle soit entre 40 et 70. Au niveau de la température en période hivernale, dans un bureau, c'est bien qu'il fasse entre 21 et 23 degrés et en période estivale, plutôt entre 23 et 26 degrés. Au niveau de la vitesse de l'air, vers les opérateurs, il faudrait qu'elle soit inférieure ou égale à 0,2 mètres par seconde, pour éviter qu'il y ait une sensation de courant d'air. Donc le confort thermique peut être, estimé à l'aide d'un sondage afin de connaître, l'opinion des collaborateurs. Concernant, la qualité de l'air, donc faut savoir que la qualité de l'air peut avoir des effets néfastes pour la santé. Ça peut être d'un point de vue irritabilité, ça peut également causer des allergies et cetera. Donc c'est important de veiller au bon fonctionnement et à l'entretien et au contrôle donc des dispositifs vraiment voilà, d'aération et de ventilation et également de climatisation. Parce que la climatisation apporte un air frais, mais si c'est de l'air qui est recyclé, c'est-à-dire que ça prend l'air ambiant et que juste ça le refroidit, si l'air ambiant, s'il y a de la poussière haute, voilà, ça peut causer des allergies. Donc il faut bien penser à, hem, un renouvellement d'air Mmh. qui soit propre. Il peut y avoir également des plantes non allergisantes qui peuvent être, disposées dans le milieu de travail pour améliorer l'hygrométrie. Et il faut éviter donc de disposer les postes de travail directement sous les grilles de ventilation, justement pour éviter l'effet un peu courant d'air et éviter de générer, voilà, des courants d'air en ouvrant des fenêtres en permanence. Donc, par exemple, il y a des règles de bonne pratique. En général, c'est d'aérer les bureaux par l'ouverture des fenêtres, mais voilà, pas longtemps. On peut le faire régulièrement, mais pas en permanence. Adapter également sa tenue vestimentaire. On s'habille pas de la même manière en été et en hiver et également bien s'hydrater. C'est important de bien boire et privilégier également, pour finir, des matériaux de construction et de décoration qui ne sont pas émissifs de produits dangereux et voilà, qui soient pas dangereux pour la santé. Parce que maintenant, il y a beaucoup de mobilier qui peuvent être faits avec des cols qui émettent des COV qui sont mauvais pour la santé. Et donc, on va terminer sur 2 slides pour aller un tout petit peu plus loin. Et c'est ce qu'avait évoqué une personne en tout début de webinaire, c'est qu'effectivement, il y a des règles de vie en open space. Vous avez vu? Par contre, nous, on a volontairement mis ce point-là en dernier. C'est-à-dire qu'on vous demande de travailler plutôt sur tout ce qu'on a pu vous dire avant, notamment par rapport au bruit, plutôt que de leur demander de chuchoter, quoi. Alors, bien sûr, il faudra respecter quand même un cadre et des règles par rapport à la vie en open space. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le premier point qu'il faut absolument mettre en avant. C'est on a travaillé sur d'autres points, donc maintenant on continue et chacun fait en sorte que la vie en open space soit la plus agréable possible. En Alors, fait, c'est un des principes je me permets de te couper 2 secondes, c'est un des principes de prévention, quel que soit le risque. Le mieux, c'est d'éliminer le risque à la source et tout ce qui est consigne à donner aux collaborateurs, ça vient vraiment en tout dernier recours parce que ces consignes, elles peuvent ne pas être respectées pour des raisons diverses et variées. Donc ça doit vraiment arriver en tout dernier. Le mieux, c'est vraiment de réduire, à la source le problème ou de le régler avec des moyens techniques et organisationnels. Voilà et voilà. Je te laisse poursuivre Mathieu. ok.
Donc sur les règles, alors on en a donné quelques-unes, c'est pas exhaustif et ça peut être ajusté en fonction de vos besoins à vous. On parle de la concentration parce que on va diminuer le volume des sonneries. Plutôt que de la mettre en sonnerie assez fort pour bien entendre, on va peut-être plutôt réduire un petit peu le volume sonore et pourquoi pas avoir un petit visuel clignotant qui dit: «Bah, tiens, le téléphone sonne aussi». Ce sera 2 repères. Si on peut, on renvoie sa ligne en cas d'absence. On sort de la pièce si on veut passer un appel personnel. Par exemple, vous avez mis en place des phone box, parfait. On va aussi demander aux gens de parler à voix mesurée et c'est parfois plus facile quand on a un casque parce qu'on est bien isolé dans sa conversation et on est moins perturbé par les conversations ambiantes autour. La messagerie instantanée, c'est un point intéressant que l'on peut utiliser. Les salles de réunion également pour pouvoir faire des points et des débriefings, avec les personnes, quand cela est nécessaire. Utiliser des espaces spécifiques, en fonction des tâches réalisées, c'est-à-dire que peut-être que l'espace de travail ne sera pas le même. C'est-à-dire que j'ai besoin de passer un appel téléphonique avec un collaborateur, eh bien, je vais, utiliser une phone box. Sinon, je vais utiliser une focus room, mais vraiment utiliser des pièces dédiées. On va aussi rappeler l'utilisation des espaces dédiés pour les pauses repas. C'est pas tant par rapport au bruit cette fois-ci, c'est plus par rapport aux odeurs parce qu'effectivement, les bonnes pratiques, c'est par rapport au bruit, mais c'est par rapport au reste aussi. Avoir une odeur qui est désagréable tout le reste de la journée parce que quelqu'un a voulu manger quelque chose dans l'open space, bah, ça va potentiellement impacter tout le monde. Donc attention aussi à ce point-là. D'ailleurs, manger sur son poste de travail, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé par le code du travail. Ranger régulièrement votre espace de travail également. Alors ça, c'est notamment très utile quand on est en flex office, c'est-à-dire que si quelqu'un vient prendre votre poste de travail et qu'il est encombré, bah là, forcément, il va avoir du mal à s'approprier cet espace-là. On va éviter les déplacements répétitifs et les briefings en open space. On a encore une fois des espaces dédiés. On a des outils spécifiques pour communiquer. Donc, bien sûr, il faut se déplacer pour limiter les contraintes de la position assise, mais on ne va pas le faire tout le temps, sinon ça risque de perturber un petit peu tout le monde. Et là, à mon avis, c'est le point le plus difficile, c'est de gérer de manière concertée le chauffage, la climatisation et l'apport de lumière. Vous aurez rarement vous aurez jamais tout le monde d'accord sur la température qu'il faut, etc., etc. C'est un point difficile, mais effectivement, c'est bien de pouvoir échanger à travers ça. Et l'avantage d'avoir ces règles de vie, c'est que ça permet aussi aux collaborateurs de se dire: «Attends, écoute, là, tu parles un peu fort, est-ce que tu peux réduire un peu le volume de ta conversation?» Ça permet de donner un peu plus de poids lorsque la personne va venir lui dire: «Bah, écoute, là, c'est un petit peu difficile pour moi de me concentrer». S'il n'y a pas ces règles de vie, bah, la légitimité de la personne, elle peut être remise en question. Enfin, et je terminerai par ça rapidement, parce qu'on va respecter les 1 heure, on est pas mal niveau timing. Ce qui est important, et là, c'est plus au niveau de l'organisation du travail et par rapport au confort lié à la position assise. Ce qu'il faut faire quand on travaille sur écran notamment, c'est faire des pauses visuelles toutes les 20 minutes, 20 secondes, et on regarde à plus de 6 mètres. L'objectif, c'est de défatiguer l'œil et de faire en sorte que la personne puisse recligner des yeux. Quand on travaille sur écran, on cligne moins des yeux, donc l'œil s'assèche. Donc le fait de faire ces pauses visuelles, ça permet de réhumidifier l'œil et de limiter la fatigue visuelle. Des pauses actives. C'est important de se dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour quitter mon écran des yeux?» mais tout en continuant à travailler. C'est ça qu'il faudra vous poser comme question, tout en prenant en compte aussi les contraintes de l'open space. Et il y a aussi des pauses passives. Les pauses passives, c'est des pauses où on s'arrête de travailler, on se lève, on va dehors, on va prendre un café, on va faire autre chose que du travail et on dit que c'est des pauses toutes les heures, environ 5 minutes, ou toutes les 2 heures, environ 15 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maintien d'une posture quelle qu'elle soit n'est pas recommandé. Et la clé, par rapport aux troubles musculo-squelettiques, c'est de bouger. Je ne vais pas vous lire les sources, je vous laisserai les regarder tranquillement. Ça vous montre effectivement qu'on arrive à la fin de cette présentation, donc je vous remercie beaucoup de votre participation. Ce que je peux aussi vous donner, et je vais vous le mettre en lien, c'est notre livre blanc sur l'open space qui reprend finalement un peu ce que l'on a dit, mais peut-être de manière un peu plus précise. Vous verrez, il est très ludique, donc je vous invite vraiment à aller le consulter si vous ne l'avez pas encore vu. Je le mets à l'instant et vous pouvez aller le consulter avec plaisir. La présentation est terminée. Je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions beaucoup avec Valérie. Et si vous avez des échanges, si vous avez des questions, pardon, eh ben, on est à votre disposition. N'hésitez pas. Et sinon, eh ben, vous pouvez vous déconnecter tranquillement.
Merci en tout cas et bonne journée.